La zone d'écoute. Le podcast de Médecins sans frontières. Ce qui est connu, sans être connu, c'est ce mot de cancer. Et d'ailleurs, en tchétchéwa, qui est la langue parlée par la majorité des gens au Malawi, ils disent cancer. Enfin, il n'y a pas de mot tchétchéwa, quoi. Et ça, cancer, ça existe, c'est connu et c'est synonyme de mort. C'est pour ça que quand on fait l'annonce du diagnostic, les gens s'écroulent. Dans les pays dans lesquels on travaille, effectivement, il y a encore vraiment le cancer est un sujet assez tabou, qui signifie souvent la mort tout de suite pour les patientes. Et puis en particulier le cancer du col, qui est une maladie étiquetée sexuellement transmissible, avec vraiment un fort stigma. Et donc, effectivement, ça fait partie des barrières pour le dépistage de cette maladie, qui sont que les femmes ne vont pas spontanément consulter parce qu'elles ont peur de ce stigma et peur du pronostic sombre de cette maladie. Et ça se ressent, nous, dans la proportion de femmes qui arrivent à un stade avancé, qui sont en soins palliatifs, qu'on ne peut plus guérir, quoi. C'est qu'elles n'ont pas été dépistées à temps. Dans le sud du Malawi, Médecins sans frontières a mis sur pied un programme de prise en charge du cancer du col de l'utérus. Cette activité, récente pour l'organisation, pourrait presque paraître paradoxale. Non seulement parce qu'elle s'inscrit dans un temps long, mais aussi parce qu'elle a démarré non pas par le traitement, mais par les soins palliatifs, dont la carence était la première urgence. Au Malawi, accompagner les femmes en fin de vie. 50% des patientes diagnostiquées avec un cancer du col de l'utérus, aujourd'hui, dans la cohorte actuelle, arrivent à un stade, malheureusement, où on ne peut plus les soigner avec les outils disponibles au Malawi. Donc, par définition, elles sont basculées dans ce qu'on appelle la cohorte de soins palliatifs. Je suis Marion Péchère, j'ai été chef de mission au Malawi pendant 3 ans, de 2020 à 2023, l'été 2020 à l'été 2023. Et actuellement, je suis directrice d'études au CRACH, Centre de réflexion sur les savoirs et l'action humanitaire, et je suis anthropologue de formation. Pour le cancer du col de l'utérus, ça a été activement pensé, même avant le démarrage du projet. On s'est dit, on va avoir beaucoup de femmes qui vont arriver trop tard, on sait qu'on ne pourra pas les guérir, ou en tout cas qu'elles passent en rémission, comme on dit en cancéro, parce qu'on ne parle jamais vraiment de guérison. Donc il faut qu'on soit sérieux sur ce qu'on propose comme accompagnement, comme amélioration de la qualité de vie, une fois qu'on a diagnostiqué des femmes avec un cancer du col, mais qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir les guérir. Et donc, on a fait venir un médecin spécialisé en soins palliatifs et qui a travaillé une approche globale et qui s'intéresse à chaque individu. Je trouve que c'est les équipes que j'ai vues, moi, travailler au Malawi sur les soins palliatifs s'intéressaient à la qualité de vie de ces patientes dans les mois qui leur restaient. En soins palliatifs, on parle de prise en charge holistique. Si on ne soulage pas ce que la maladie a détruit, on n'aura fait qu'un quart du chemin. On peut toujours soigner, on ne peut pas toujours guérir, mais on peut toujours soigner. Et donc c'est ça, les soins palliatifs, c'est au-delà du guérir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour prendre soin du patient. Donc, je m'appelle Camille Desforges, je suis médecin de soins palliatifs et je travaille à MSF depuis 3 ans maintenant. D'abord en tant que manager des activités médicales liées aux soins palliatifs au Malawi et puis là depuis peu en tant que référent médical au département médical de MSF. Parce que les soins palliatifs, en fait, on en fait depuis que la médecine existe. On faisait même que ça, en fait. Pendant des millénaires, on ne savait pas guérir, donc on prenait soin. Par exemple, l'hôpital étymologiquement, ça vient de hospital, hospitalité. Donc avant, l'hôpital, c'était un lieu où on accueillait les laissés pour compte, les pauvres, etc. Indépendamment d'ailleurs de leur situation médicale. C'était d'abord l'aspect social qui était au premier plan. Et puis il y a eu la révolution de la médecine, l'arrivée des antibiotiques, l'arrivée des vaccins. On pouvait guérir des maladies. La médecine est devenue extrêmement technique et de plus en plus centrée sur l'objectif de la guérison. Et donc les soins palliatifs sont venus un petit peu en réaction à cette dérive technicienne de la médecine. Et donc la qualité de vie, c'est très très vaste, quoi. J'ai envie de dire, le minimum syndical, c'est de s'intéresser à leur douleur et donc de traiter la douleur.
Mais donc ça apparaît comme le niveau 1 quoi, des soins palliatifs. Et c'est pas toujours simple quand je dis ça. La douleur ou des symptômes très invalidants comme des saignements constants et très abondants qui font que on peut pas avoir une vie quotidienne, on peut pas sortir de chez soi, etc. Donc évidemment s'intéresser à ça, mais aussi à la perception de la maladie dans la famille, l'accompagnement par la famille des patientes au quotidien, notamment quand elles arrivent à des stades où elles peuvent plus se déplacer ou difficilement, le rapport au spirituel, s'il intervient. Et bon, au Malawi, on a une population qui est quand même en grande majorité assez croyante. Je vais donner un exemple. On se posait des questions médicales comme l'accès à la chimiothérapie palliative. Ça pose des questions éthiques de proposer une chimiothérapie à quelqu'un dont on sait qu'on va pas la guérir avec la chimiothérapie, parce que la chimiothérapie a un traitement avec des gros effets secondaires. Et donc ça, c'est une question qu'on a travaillée au Malawi, en plus dans un pays dans lequel il n'y a pas de chimiothérapie pour tout le monde, disons-le comme ça. Et finalement, la conclusion a été de dire que pour certaines patientes jeunes, avec des enfants, si on peut les prolonger un peu, parce que ça guérit pas, mais ça peut permettre de prolonger un peu, et qu'elles peuvent résister, qu'elles vont pas soudainement être cassées par la chimiothérapie, eh ben oui, on souhaite leur proposer. Et ce genre d'interrogation patiente par patiente, prendre les individus dans leur en tant que personne, quoi, pas juste en tant que maladie étiquetée cancer du col. Moi, c'est vraiment ce que j'ai pu observer, c'est que les équipes de soins palliatifs font ça très, très bien. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elles considèrent que c'est le cœur de leur travail. On estime qu'il y a une espèce de continuum entre le curatif et le palliatif, parce que les soins palliatifs, notamment en oncologie, on les élargit à ce qu'on appelle les soins de support, c'est-à-dire tous les soins qui vont graviter autour de la prise en charge du malade. Donc en gros, on va avoir les soins curatifs que sont la chimiothérapie, la chirurgie pour le cancer du col, et puis on va avoir aussi tous les autres types de soins nutritionnels, prise en charge de la douleur et des symptômes en général, le soutien psychologique, l'aide sociale, la kinésithérapie également. Et les soins de support sont importants dès le diagnostic. On n'a pas besoin d'attendre de savoir que le malade ne peut plus être guéri, ne peut plus être sauvé et va en effet mourir des conséquences de la maladie pour lui apporter ses soins de soutien. Une patiente qui saigne beaucoup, qui a des douleurs importantes, même si elle est à un stade potentiellement curable, elle va pouvoir rencontrer l'équipe de soins palliatifs pour que cette équipe puisse aider au contrôle des symptômes. Quand on voit surtout ces patientes avec des stades très avancés, on a tendance à se dire qu'il faut faire du dépistage massif parce que bien sûr on sait que un cancer, si on le traite tôt et si on le dépiste tôt, si on le diagnostique tôt, il va être mieux traité. Moi je m'appelle Charlotte Ngo et je suis de formation gynécologue et plutôt chirurgien spécialisé en cancérologie. Et je travaille chez MSF depuis 3 ans et demi sur un poste de référente médicale pour les projets de cancérologie. Si on fait du dépistage massif, il faut s'assurer qu'on puisse traiter derrière tous les cas qu'on va dépister, qu'on va diagnostiquer, ce qui est absolument pas possible actuellement. Il faut le prendre à l'inverse, en fait, même si ça paraît pas très logique. On a commencé souvent par mettre en place les soins palliatifs parce que c'était ce qui était le plus urgent pour soulager les douleurs et pour permettre aux gens de mourir dignement. L'année d'après, on a fait la partie chirurgicale et puis en même temps le dépistage, mais on le fait par étapes. On ne peut pas tout ouvrir en même temps. La patiente, la première fois qu'elle va venir, elle va faire toutes les différentes étapes et elle va rencontrer toutes les composantes en fait, que MSF peut proposer. Donc elle va rencontrer l'équipe de gynéco qui comprend le chirurgien. Elle va avoir sa biopsie. Donc pour confirmer le fait qu'il y a un cancer du col, pour faire la stadification du cancer du col, partant de là, on va pouvoir avoir une idée de son projet thérapeutique. Donc il y a ce qu'on appelle le MDT meeting. Donc c'est une réunion collégiale où en reprenant les données médicales du patient, son âge, le stade de la maladie, son statut vis-à-vis du VIH, etc. On va dire cette patiente relève de soins curatifs, on va lui faire une chirurgie première, on va lui faire d'abord quelques cures de chimiothérapie et ensuite si ça répond bien et suffisamment, elle pourra bénéficier d'une chirurgie. Ou malheureusement, le stade est trop avancé et on va lui proposer les soins palliatifs.
En parallèle, elle va également rencontrer, et ça c'est tous les patients, vont rencontrer également l'équipe d'assistants sociaux et de psychologues. Et puis pour celles qui en effet sont identifiées comme ayant des besoins particuliers, elles seront suivies ensuite en parallèle par un counselor. Nous, ce qu'on a pu documenter, c'est que à peu près une femme sur deux était quittée par son mari à l'annonce du diagnostic, ou dans ces eaux-là. Donc c'est énorme. Et au Malawi, tout le monde travaille. Les femmes, les hommes, c'est du travail plus ou moins formel, etc. C'est beaucoup du travail physique. Donc quand l'un des deux parents quitte le foyer, donc il y a toujours des enfants, ça diminue les revenus de, on va dire, au minimum 50%, si c'est pas plus, si on se dit que le mari gagne souvent peut-être plus d'argent que la femme qui doit, en plus de travailler, s'occuper aussi des enfants, etc. D'accord ? Donc on est vraiment sur une perte de revenus, une chute de revenus drastique et soudaine. Et on a travaillé là-dessus. Et donc suite à ça, on a décidé de mettre en place une aide sociale pour toutes les patientes atteintes d'un cancer, que ce soit un stade précoce ou un stade avancé, qui représente l'équivalent d'un salaire minimum en argent versé par le biais du téléphone portable sur 12 mois. Avec comme hypothèse que si la patiente meurt avant 12 mois, on fera le déversement mensuel jusqu'au décès et ensuite un versement équivalent à 3 mois de salaire minimum pour que la famille puisse rebondir. Alors, il se trouve aussi que les patientes qui viennent à l'hôpital public au Malawi sont, dans leur vaste majorité, pauvres. Et le deuxième postulat, c'est que les gens savent a priori mieux comment ils veulent gérer leur vie, dans quoi ils veulent dépenser leur argent en priorité que nous, que des personnes extérieures. Sur la question du rapport à la mort, que ce soit ici dans notre contexte français, ou que ce soit au Cambodge, que ce soit au Malawi, c'est toujours quelque chose de très personnel en fait. Quand on parle de soins palliatifs, on n'aborde pas la mort de la même manière avec un patient et avec son voisin de chambre. Je me souviens dans mes cours, c'est comme ça, je suis sûr que c'est encore comme ça aujourd'hui, mais on dit voilà, si le patient est musulman, voilà ce qu'il faut savoir, si le patient est catholique, voilà ce qu'il faut savoir, etc. Et en fait, non, parce que le rapport à la mort, c'est pas uniquement du religieux, c'est quelque chose d'extrêmement intime et d'extrêmement singulier, et finalement moi, j'ai jamais été très mise en difficulté par l'exercice du soin palliatif en contexte humanitaire, sous prétexte d'une différence culturelle ou religieuse ou d'éducation, ou je ne sais quoi. De toute façon, il n'y a pas un protocole ou une approche des soins palliatifs en France qui serait différente d'une approche en soins palliatifs du Malawi, puisque l'approche est de toute façon centrée sur le patient. C'est ça que je veux dire en fait. C'est une approche centrée sur le patient et chaque patient est différent. Donc, je ne crois pas qu'on puisse généraliser ou dessiner ce serait quoi le rapport à la mort, les spécificités du rapport à la mort au Malawi, c'est quoi le spécificité du rapport à la mort au Cambodge ou en France, parce qu'on ne parle pas d'une population, on parle d'un patient, quoi. On n'annonce pas la mauvaise nouvelle en une seule fois. C'est quelque chose que tu amorces et que tu continues jour après jour, jusqu'à ce que la patiente comprenne vraiment ce qui lui arrive. Il faut avoir de bonnes compétences en communication, parler à la patiente en douceur, lui demander ce qu'elle sait de la maladie et si elle a envie d'en savoir plus. Mais quoi qu'il arrive, il faudra bien lui dire ce qui se passe, parce que si tu la vois cette semaine, peut-être que dans 2 ou 3 semaines, elle sera morte. Et si tu ne lui as pas expliqué avant, elle ne mourra pas en paix. Alors il faut envisager le temps qui lui reste. C'est une patiente qui est alitée, son état se détériore, alors tu dois lui dire la vérité. Il est évident que de suivre des patientes au long cours, à savoir sur plusieurs mois, voire plusieurs années, mais bon, pour parler des patientes qui arrivent à un stade déjà avancé, on va dire plusieurs mois, c'est pas anodin pour les équipes médicales et paramédicales.
Et c'est-à-dire que c'est des patientes qu'ils rencontrent, qu'ils connaissent, qu'ils voient d'abord à l'hôpital parce qu'elles sont capables de se déplacer jusqu'à l'hôpital, puis qui ne sont plus capables de se déplacer, donc ils vont voir chez elles, ils rencontrent leur famille, leurs enfants, leur mari s'il est là, ou leur sœur, ou je ne sais quoi. Ils voient dans quel quartier ils vivent, et ils parlent avec ces patientes pour avoir une bonne approche de soins, qu'est-ce qui pourrait les aider. Parfois, c'est la relation au prêtre. Enfin voilà, est-ce que parfois ils ont des gens de l'église qui viennent leur rendre visite et sur lesquels on peut éventuellement s'appuyer. Parfois, c'est l'inverse aussi. Mais il n'y a pas de généralité là-dessus, vraiment. Mais de fait, ce sont des rencontres pour les équipes de soins. Et ces femmes-là finissent par mourir quand même, à échéance 6, 12, 18 mois, quoi. Et j'ai jamais été présente, mais je sais que les équipes de soins palliatifs se réunissaient à la mort d'une patiente qu'ils avaient suivie pendant un certain temps, voilà, en sa mémoire, quoi, pour parler d'elle et pour faire une sorte de deuil entre eux. Et pour se soutenir entre eux, quoi, dans l'équipe, voilà, prendre acte du fait que c'est pas juste normal qu'elle soit... Effectivement, on savait qu'elle allait mourir, etc. Mais c'est aussi un deuil que les équipes doivent faire, puisqu'ils avaient connu cette personne. Évidemment, on n'était pas les premiers à se poser la question du soin palliatif, donc il y avait déjà des structures qui faisaient du soin palliatif, il y avait déjà d'autres partenaires qui étaient engagés là-dessus. Et d'ailleurs, ça a été un des principaux axes, et je crois que ça en a fait un programme assez original au Malawi, c'était de dire, ok, c'est pas un programme made in MSF, 100% MSF. On considère d'abord quel est le paysage, alors voilà, qu'est-ce qu'a écrit le ministère de la Santé, qu'est-ce que eux veulent faire. Donc il y a déjà quelque chose qui existe. Mais le patient n'a pas accès aux soins palliatifs au Malawi. Parce que les équipes ne peuvent pas se déplacer à domicile parce qu'elles n'ont pas de fuel à mettre dans leur moto ou elles n'ont pas de fuel à mettre dans l'ambulance de l'hôpital. Donc voilà. Ou quand le patient va à l'hôpital, il ne reçoit pas sa morphine parce que l'hôpital est en rupture de stock, parce qu'ils n'ont pas fait les process pour commander la morphine, etc., etc. Donc il y a tout un tas de défaillances ou de gaps dans la chaîne de soins qui fait que le patient n'est plus connecté aux soins. Et donc ce qu'on a fait au Malawi, c'est d'identifier tous les gaps dans cette chaîne et de faire des nœuds, pour que la chaîne entre le patient et le soin puisse être formée. Et donc comme ça, on a construit un système de référencement de soins palliatifs qui consiste pour les patients qui habitent loin de notre structure de soins MSF, donc ils ne peuvent pas raisonnablement se déplacer, ils ne peuvent pas faire 5 heures pour aller recevoir leur traitement. Donc en fait, on réfère le patient aux structures de soins du MOH et on le réfère, mais avec des ressources très très spécifiques, c'est ce patching dont je parle, pour que le patient puisse en effet recevoir les soins de la part des équipes nationales de soins palliatifs en fait. La meilleure manière qu'on ait de respecter ou d'être en phase avec la culture ou l'environnement socioculturel de ce terrain-là, c'est de venir s'adosser ou complémenter ce qui existe déjà. C'est forcément un investissement à long terme, effectivement. C'est très différent des missions d'urgence que MSF peut faire. Et c'est forcément des programmes qui doivent se faire en partenariat et en collaboration avec les acteurs locaux et ou avec d'autres acteurs, soit d'autres ONG, soit d'autres associations, d'autres institutions. Mais en tout cas, c'est probablement pas possible de faire ça tout seul. Et si on veut que ce soit durable, il faut effectivement le faire en partenariat avec les gouvernements et les ministères de la Santé des pays dans lesquels on travaille. Et il faut assurer un volet formation qui est très important, effectivement, pour former les médecins localement qui en ont besoin. Il y a des médecins qui sont très bien formés, c'est pas le problème, mais ils sont souvent en nombre insuffisant pour pouvoir assurer les soins de la totalité de la population. Ce qui fait sens dans un certain contexte ne fera pas sens dans un autre contexte. Et donc, en effet,
au même titre que la prise en charge du patient est quelque chose d'extrêmement singulière par rapport à qui est ce patient que j'ai en face de moi, d'où il vient, quelle est son histoire, quelle est sa personnalité, etc. Et non pas seulement quelle est sa religion, etc. On peut en effet avoir exactement le même type de questionnement à l'échelle du pays lui-même. Quel cadre pour ce pays-là et pour ce programme de soins palliatifs? Ça doit être quelque chose de sur mesure, complètement. Donc c'est un travail de longue haleine. C'était, au Malawi, accompagner les femmes en fin de vie. Avec Marion Péchère, anthropologue et chef de mission au Malawi ces 3 dernières années, Camille Desforges, médecin spécialisé en soins palliatifs, et Charlotte Ngo, chirurgien gynécologue et oncologue. Et le témoignage de l'un des membres de l'équipe des soins palliatifs au Malawi. Un podcast produit par Médecins sans frontières et réalisé par Samantha Morin.